À cette époque-là, il y avait trois califats sur tout l'empire arabo-musulman qui rivalisaient entre eux. Il y avait les Fatimides qui étaient nés donc, au Maghreb. Il y avait le califat donc, abbasside qui était à Bagdad, d'accord? Et il y avait le califat Omeyyade. Les Omeyyades, c'est une dynastie qui a régné avant les Abbassides au Moyen-Orient, d'accord? Après le problème qu'il y a eu entre Muawiyah, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça, et Ali ibn Abi Talib, donc le quatrième calife, il y a eu donc une fitna au sein de la communauté. Après la mort de Ali, c'est Muawiyah qui a pris le pouvoir, d'accord? Et c'est lui qui a institué, qui a la dynastie Omeyyade, d'accord? Ils ont régné à peu près un siècle. Quand les Abbassides y sont arrivés, ils les ont passés tous au fil de l'épée, ils ont pris le pouvoir. Il y a eu un seul rescapé, un prince qui s'appelait Abdelrahman Dekhel, on l'a appelé. Il s'est échappé et lui, il est venu au Maghreb, dans un premier temps. Pourquoi il est venu au Maghreb? Il est venu pour se protéger au Maghreb parce qu'on dit que sa mère à lui, parce que son père, donc il avait plusieurs épouses, sa mère à lui était berbère. Comment se fait-il qu'une berbère se retrouve femme d'un calife au Moyen-Orient? Voilà. Ça, c'était les berbères, c'est une longue histoire, donc je ne vais pas entrer là-dedans. Lui, il s'est échappé, il est venu donc, naturellement se protéger donc, dans sa famille maternelle au Maghreb. Et c'est en arrivant au Maghreb, au sein de sa famille, qu'il a appris que, voilà, l'Andalus, il y a une fitna qui se produit là-bas. C'était les 50 premières années donc, de l'Futuhat, hein, donc de la prise de l'Andalus. D'accord? Donc lui, il a unifié l'Umma rapidement, hein, pour revenir au Fatimides d'après. Il a unifié la Umma, il a fondé l'émirat de Cordoue. L'émirat. D'accord? Voilà. Donc, après l'émirat, il y a eu le califat. Un de ses descendants, Abdelrahman, c'est Abdelrahman III, qui a fondé le califat en opposition à cette époque-là au califat fatimide au Maghreb et au califat abbasside au Moyen-Orient. D'accord? Bon, ce tour d'histoire un petit peu. Vous voyez avec les armoiries de l'Empire au-dessus. Donc les mêmes armoiries qu'il y a sur la porte en bas. Et c'est quoi la particularité de cette fontaine? Elle représente en fait le plus important, l'essentiel. Hein. Enfin, j'arrive. C'est une fontaine qui date de l'époque de Charles Quint, avec les armoiries en haut de l'Empire. Vas-y, je filme. Attends, il passe là. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette fontaine? Ce sont les trois mascarons que vous voyez au milieu, par lesquels sort l'eau. Là, il sort que sur celle de gauche, mais vous avez également, vous voyez les deux visages en plate. Elles représentent chacune une des trois sources d'eau qui irriguent la ville de Grenade. Vous avez c'est quoi le principal? Darro. Le Darro, et vous avez
Vous avez retenu les deux autres? Le berro et le Cerro. khénil. Le génil. Voilà, génil en français. Donc ce sont les trois sources d'eau donc, qui alimentent en eau la ville de Grenade principalement, hein, d'accord? Voilà. Donc elle date de l'époque de Charles Quint. C'est lui qui a fait construire cette... D'accord? Allez, on y va? C'est la principale porte, c'était la principale porte d'entrée à l'Alhambra autrefois. D'accord? Vous avez un symbole au-dessus, juste à l'entrée, au-dessus de l'arc, vous voyez? D'accord? Vous avez la représentation de la main. Vous le voyez là sur le petit... Le blanc là? Ouais, le blanc. Si vous vous rapprochez un peu plus, après il y a des rajouts qui ont été faits à l'époque chrétienne avec la statuette qui est derrière, là, tout ça. Ah oui, on voit ça, une main. c'était pas d'époque. Hein. Celle qui est d'époque, c'est la main qui est juste à l'entrée, là, au-dessus de l'arc, et qui représente les 5 obligations de l'islam. Voilà, la main, d'accord? Et elle est toujours là, elle est d'époque. Alors, à l'Alhambra, on peut accéder à l'Alhambra par cette porte. D'accord? Mais on reste que dans les jardins, même pas encore, que certaines allées. On n'accède pas à l'Alcazaba, on n'accède pas au palais. On n'accède pas au Généralif non plus. Il faut vraiment le ticket pour ça. Et vous pouvez juste vous balader un petit peu, aller aux toilettes à la limite. Cette partie-là est gratuite, c'est ça? Allez voir le palais de Charles Quint, il se trouve dans cet espace-là également. D'accord? Mais bon, c'est vraiment limité. Hein, d'accord? Mais ce qui est magnifique, c'est cette porte. Regardez-moi cette majestuosité, cette grandeur, masha'Allah. Regarde. C'est la plus importante d'ailleurs, la porte de la justice. Voilà. Allez, on va avancer, Inch'Allah. Ça, c'est la baïsine, hein, d'accord? Et puis vous avez la colline de l'Alhambra ici avec l'Alhambra. La forteresse de l'Alhambra, d'accord? Qu'on va voir en détail là-bas. Il faut savoir que les Nasrides, quand ils sont arrivés, au départ, ils ont occupé les palais laissés par les Zérides. Les palais Zérides, ils n'étaient pas sur l'Alhambra, ils étaient sur l'Albaïsine, dans le haut de l'Albaïsine. Malheureusement, il n'en reste rien aujourd'hui, pratiquement rien. C'est après, Mohamed Ibn Nasser, quand il est arrivé, de l'Albaïsine, il a jeté son dévolu sur sur la colline d'en face. Il leur a dit, c'est quoi ça qu'il y a là-haut? Et puis ceux qui étaient... Ils lui ont dit, c'est un passé romain, c'est un fort qui existe de l'époque romaine. Et il est monté, il a exploré la colline, il leur a dit, c'est là que ça va se passer, et on va passer à la chambre. Donc celle-là, cette maquette-là, elle représente l'évolution de l'Alhambra au fur et à mesure. Donc avec la première partie ici, c'est l'Alcazaba, avec Mohamed Ibn Nasser, donc le premier, et puis l'évolution après la partie palatiale, et puis au début de la construction de la Médina, et là un petit peu la Médina s'est développée, etc. D'accord? Voilà, c'est une évolution en fait. Et en dernier lieu, vous avez ici un élément nouveau, ça c'est la partie après la chute de Grenade, c'est le palais de Charles Quint. D'accord? Donc, et là on est avec Charles Quint, on est au XVIe siècle. Hein? Ici, d'accord? Donc lui, il a voulu marquer sa présence par ce palais, un palais qui n'a jamais été occupé. Il était toujours, guerroyer dans le nord de l'Europe, etc., un peu partout, et jamais ils n'ont eu l'occasion de l'habiter. C'est une masse, c'est joli, c'est une architecture de l'époque Renaissance, d'accord? Donc c'est juste après le Moyen-Âge, et une masse colossale, vous allez voir après, mais qui n'a jamais été habitée, ils n'ont jamais occupé. Les rois catholiques eux-mêmes, Isabelle et Ferdinand, ils n'ont jamais quitté les palais musulmans. Jusqu'à ce qu'elle en soit morte, et elle a été enterrée après une mosquée, ça doit être celle-là je crois, ça doit être celle-là, une mosquée qui s'est transformée, ils l'ont transformée en église, dans une première partie, ils l'ont enterrée dans cette église-là, dans cette ancienne mosquée. C'est après que son corps, quand Charles Quint est arrivé, il a terminé les travaux de la chapelle. Vous vous rappelez la chapelle qu'on a vue le premier jour, là, à côté de la cathédrale, donc qui porte leur code. Donc c'est là-bas que les corps ont été rapatriés. Voilà. Et ici,
ici c'est l'Alhambra, voilà, dans tous ces éléments. D'accord? Dans toute sa grandeur, voilà. Donc avec les trois parties, l'Al-Qassaba, la partie militaire, la partie palatiale. Là c'est la Médina, on la voit bien la Médina ici. Donc la Médina, c'était une ville dans la ville, l'Alhambra en fait. D'accord? C'était une Médina avec tout ce que peut avoir besoin un centre urbain, quoi, des artisans, boulangers, le textile, et tout ce monde-là travaillait pour le bien-être des sultans, d'accord? L'Alhambra, on l'ouvrait le matin et on la refermait le soir. Mais tous les gens de l'extérieur pouvaient accéder à l'Alhambra dans la journée, échanger avec les gens de la Médina, avec les commerçants, etc. Aussi pour être reçus par le sultan, parce qu'il a la première partie du palais, le meshwar, on va le voir tout à l'heure, c'est là qu'il recevait les doléances des gens. D'accord? Et les autres palais qui sont derrière étaient réservés à la vie. Ici, vous êtes dans l'enceinte du Castillo du Gibralfaro. Gibralfaro en français. Donc, c'est un ancien fort de surveillance qui date de l'époque ziride. Donc, on est au XIe siècle. À la fin de la chute donc, de la dynastie califate de Cordoue. La dynastie califale de Cordoue. Donc vraiment les derniers califes de Cordoue qui se disputaient le pouvoir avec les Banu Hamad venus du Maghreb. Et ces Banu Hamad ont pris en quelque sorte le pouvoir pendant une cinquantaine d'années, un petit peu plus. Ils ont dominé un petit peu donc cette région de Malaga. Le fortin qui est un ancien fort romain qui a été repris donc par les Zirides sous c'était les clients des Zirides au premier temps étaient les clients des Hammadides. Les Zirides qui sont originaires donc du Maghreb central, enfin à peu près la Kabylie d'aujourd'hui. Et qui ont fini ces Zirides donc par écarter les Hammadides et de prendre en tout cas toute la région, tout le royaume de Grenade, dont Grenade et la capitale, je veux dire, et le centre du pouvoir central. Donc, comprenez Malaga, Almeria, Jaén, ça s'étendait de cette partie-là ouest donc jusqu'à Séville, etc. Voilà. Donc ce sont les Zirides. Donc à l'époque de Hammadides, mais qui ont continué à régner donc pratiquement indépendants après donc la chute du califat et de la dynastie Hammadide jusqu'à l'arrivée des Almoravides. Donc les Almoravides qui ont réunifié l'Espagne après la formation des Taïfat, après la chute donc, du califat de Cordoue. Voilà un petit résumé concernant ce fort du Gibralfaro, et on verra un petit peu plus tard, donc avec la suite de la visite, concernant l'Al-Qassaba en bas, qui était la maison du gouverneur, reliée à ce Gibralfaro par une corniche qu'on appelle la Corracha, et qui était donc le haut ici c'était la partie militaire et le bas c'était la résidence donc, du gouverneur, le gouverneur donc de Malaga, qui était sous l'autorité donc des Zirides qui régnaient à partir de Grenade, qui dans un premier temps s'était établi dans le haut de l'Albaïcine, d'accord. L'époque nasride est arrivée par la suite. L'époque nasride avec l'Alhambra de Grenade, donc c'est arrivé par la suite à la moitié du XIIIe siècle à peu près. Voilà.
Donc là, on est encore à l'époque zéride. Ce sont eux qui ont basé, ce sont ces zérides originaires du centre de l'Algérie qui sont à l'origine de ce qui allait être le royaume de Grenade. Voilà. Ici, vous avez une vue sur la mer. Le fort avait le rôle de un rôle militaire, donc savoir de surveillance, aussi bien sur la partie terre qui est à l'arrière que sur la partie mer. D'accord? Donc on surveillait à 360 degrés aussi bien ce qui pouvait arriver par la mer que ce qui pouvait arriver par les terres sur la partie arrière du fort. Voilà. Donc comme vous voyez, on n'est pas tout à fait en haut parce qu'on peut encore monter sur la tour supérieure où on a cette vue à 360 degrés aussi bien sur les terres que sur les mers. Là, à partir de ce niveau-là, à partir de ce qu'on appelle la salle des interprétations, donc où sont exposés donc différents l'évolution des équipements militaires à partir du XVIe siècle, donc jusqu'au XXe siècle, avec une maquette sur la disposition des deux monuments et la communication entre eux par cette fameuse Koracha, et également une carte qui représente la ville de Malaga à l'époque zéride. Voilà, donc une vue sur la baie. Voilà, je vous dis à plus tard, on va visiter l'Al-Kasaba, Inch'Allah. Voilà, première partie du groupe, et la deuxième partie du groupe. Deuxième partie du groupe. Donc voilà, le groupe qui investit les espaces de l'Al-Kasaba, et qui font preuve de beaucoup de courage par rapport au groupe du mois de juillet. Voilà. Donc on reprend le commentaire concernant l'Al-Kasaba. Anciennement, dès le XIe siècle, la maison du gouverneur, qui dépendait donc de la monarchie de Grenade, qui régnait à partir de Grenade, la dynastie zéride, à partir de l'Albaïsine, et pas l'Alhambra, qui a été construite par les Nasrides plus tard. Donc là, on a investi l'Al-Kasaba à partir du bas, et on évolue vers le haut, donc vers les palais qu'on a appelé également le petit Alhambra, où résidait donc le gouverneur de la ville de Malaga. Et je vous reprends plus tard dans le haut, Inch'Allah. La partie intermédiaire, à partir du bas et avant d'arriver dans le haut, c'est-à-dire la partie palatiale, les palais, ou plutôt l'habitation du gouverneur. C'est ce petit espace que j'apprécie beaucoup à cause de cette fontaine qui coule au milieu. Il y a une certaine fraîcheur, et également donc pour la vue qu'il y a sur la baie, donc sur la baie de Malaga. Comme vous le constatez, donc qu'on pourra mieux voir à partir du moment qu'on accède au haut de l'Al-Kasaba. Donc cette partie intermédiaire là, c'est une espèce de plateau avec des petits jardins au milieu, une belle petite fontaine. Donc ça, c'est mon groupe qui se rafraîchit, les enfants se rafraîchissent là. Voilà. Il y en a qui se mettent à l'ombre, comme Moussa, ou comme Boualem, ils se mettent à l'ombre, ils ont raison.
Et puis c'est à partir de là qu'on accède à la partie supérieure. Une belle petite fontaine au milieu et il y a les deux escaliers de chaque côté. Allez, je vous reprends là-haut. Là. Ça continue de grimper à travers la porte qui est là, pour donner un aperçu. Donc voici le haut. Donc ce sont des tours, hein, et à travers lesquelles il y a cette entrée là pour accéder à la partie supérieure, de l'Alcazaba. Donc là, on arrive dans la partie supérieure, donc celle du palais du gouverneur. Donc il y a deux palais, il y a du cours mitoyen là-bas. Et c'est ce qu'on a appelé le petit Alhambra, bon, à cause de cette disposition, l'eau qui coule partout, les palais qui ressemblent à ceux de l'Alhambra, mais en plus petit bien entendu. La même architecture, quoi, on va dire. Voilà. Une architecture donc qui est la même donc pour tous, à savoir celle de l'époque arabo-musulmane, donc de l'Espagne, de l'Andalous. Voilà, les différents espaces. Et là, l'escalier qui est en face, c'est pour accéder au palais. Voilà. Une entrée du palais avec l'espèce de moucharabi au bout là-bas, derrière lequel se trouve la cour à laquelle on va accéder dans un petit moment. Et ici également, vous voyez, donc le style architectural donc typique à l'Andalous. Voilà. Donc une partie qui est rattachée donc au palais et qui donne une vue donc sur la mer, sur la baie. Vue à nouveau sur la baie, par la partie supérieure. Vous voyez que le plan n'est pas le même. De ce côté-là, comme de l'autre côté. Au-delà de ces tours, vous voyez la baie qui continue jusqu'au à la pointe des rochers là-bas. Et tout ça, c'est la baie de Malaga. Et qui part sur la droite également de l'autre côté, derrière les bâtiments de la ville. Donc différentes interprétations archéologiques, historiques, etc. Dans cette entrée, dans ce hall d'entrée là. Et enfin, toujours l'interprétation, l'histoire de l'Alcazaba. Également de ce côté-là. Ici, ça concerne l'Alcazaba d'Almeria. Donc Almeria qui faisait partie du royaume de Grenade. Donc. Et là, ça concerne celle de l'Alcazaba de Malaga. Ici, ça concerne l'Alcazaba de Grenade. Donc, à savoir l'Alhambra. Donc la partie de l'Alhambra, qui était la partie militaire, donc la partie en orange ici, qui est la première partie qui a été construite par Mohammed ibn Nasser, le fondateur de la dynastie Nasride. Et là vous avez donc la cour avec les différentes salles, celle où je suis, et celle qui est en face, et celle qui est sur le côté. Et c'était ça la maison du gouverneur de Malaga.
Donc à l'époque zéride, encore une fois. Il y a ce palais-là, et il y en a un autre qui est sur le côté. Donc ces différents espaces sont ceux du gouverneur et de sa suite également. Voilà, deuxième palais, d'où le nom du petit Alhambra, parce que l'architecture correspond un peu à celle de l'Alhambra, mais en plus petit bien entendu. La salle de la maquette de l'Alcazaba. Et là, on comprend pourquoi on l'appelle le petit Alhambra. Regarde. Elle ressemble à l'Alhambra dans sa longueur, avec la disposition des tours, la partie militaire, la partie palatiale, etc. Mais en plus petit, bien entendu. Voilà. Donc la muraille autour. La fortification donc avec le couloir donc de ronde, le chemin de ronde, voilà tout autour. Et les tours, avec chacune un rôle bien défini. Et on se croirait vraiment à l'Alhambra. Hein. En tout cas, la maquette, elle donne l'impression, même quand on est dans le bas quand on est à Malaga, dans le bas de la ville, et on lève sa tête vers le haut, on a cette impression de l'Alhambra quand on la voit donc, le long du Darro, à partir du bas de l'Albaicín.